Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour une spéciale Alia Story, pas n'importe laquelle, puisque nous avons à nos côtés un grand journaliste en Israël depuis de nombreuses années, puisqu'il est arrivé à l'âge de 19 ans. Il s'appelle Emmanuel Alperine. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir vous raconter, votre parcours au micro de Studio Kalita. Avec plaisir. Voilà. Alors, on l'a dit, je viens de le dire très rapidement, mais vous êtes arrivé en Israël, vous aviez 19 ans. À peine. À peine. Voilà, vous êtes né, je crois, en Ouzbékistan. Oui, que je raconte ma vie comme ça. Non, je vais vous aider, mais... Mes parents étaient des juifs polonais de Varsovie. Ils se sont retrouvés pendant la guerre, fort heureusement d'ailleurs, en Union soviétique. Ils ont été déportés en Union soviétique et ils ont eu la chance d'arriver en Ouzbékistan où ils ont passé les quelques années de guerre et c'est là-bas que je suis né. Donc je suis arrivé à Paris à l'âge de 3 ans, tout de suite après la guerre, en 1946. Et j'ai donc passé toute mon enfance à Paris jusqu'à mon Alia, un peu après le bac. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à faire votre Alia ? Comment ? Qu'est-ce qui vous a décidé ? Mes parents, c'est-à-dire que mes parents étaient sionistes... je crois déjà à leur naissance, ils venaient de familles sionistes, et par conséquent, ça allait de soi. C'est pas quelque chose que j'ai découvert moi-même, c'est quelque chose qui faisait partie de l'environnement familial, qui faisait partie pratiquement du quotidien. Donc ça allait de soi, et c'est au point que mes parents n'ont pas demandé la nationalité française, parce qu'ils ne voulaient pas que nous nous fixions en France. Et ils ont tout fait pour que je considère que ma vie d'adulte se déroulerait en Israël. Donc on m'a envoyé plusieurs fois en Israël quand j'étais d'abord au collège, ensuite au lycée. Et ça m'a plu. Je veux dire que ça m'a plu. Peut-être que s'il ne m'avait pas plu, j'aurais résisté. Mais je veux dire que je ne suis pas venu ici dans l'enthousiasme. J'avais des réserves. Non pas à l'égard du sionisme en tant que tel, mais en tant que lieu de vie. Qu'est-ce que c'est ? C'était très différent de la France. C'était très différent de la France, et puis surtout, alors, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Oui, j'imagine. Non, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Tellement, c'était un pays très pauvre, vraiment très, très pauvre, mais il y avait quand même un élément qui était particulièrement tentant pour un adolescent, c'était l'aventure. C'est-à-dire, on vous envoie comme ça tout seul et vous devez vous débrouiller tout seul. Alors, des amis à moi de Paris sont restés jusqu'à 25 ans et peut-être plus chez papa-maman. Et moi, moins de 19 ans, je me retrouve seul, ici, dans un pays de sauvages. Non, pardon, dans un pays... disons dans un pays sauvage. C'était un peu ça. Il y avait très peu de structures, très peu... Alors... en fait, mon père Vous êtes arrivé en quelle année ici ? En 61. Mon père était avocat. Donc, on m'a guidé, on m'a dirigé vers des études de droit. Le problème, c'est que je ne savais pas l'hébreu. J'avais très peu de choses en hébreu. Vous savez, des petits cours de bar mitzvah. Je suis allé à l'Ulpan pendant 3 mois. À Natania, c'était un Ulpan célèbre à l'époque, qui s'appelait l'Ulpan Akiva, qui était vraiment un Ulpan merveilleux. J'ai rencontré énormément de gens sympathiques. J'étais au bord de la mer, vous voyez, très très sympa. C'était des vacances, de grandes vacances, avec 5 heures de cours d'hébreu par jour. Et j'arrive à Jérusalem pour faire des études de droit. Maintenant, faire des études de droit quand vous ne savez pas l'hébreu, c'est vraiment la quadrature du cercle, parce que tout l'enseignement est en hébreu, tous les textes se sont en hébreu. Et au début, la première année, ça a été l'enfer. Il a fallu que je lisais... Vous l'avez fait quand même, vous n'avez pas lâché. Je l'ai fait quand même, non. Je suis licencié, pas licencié, mais j'ai ce qu'on appelle un billet en droit, un LLB en droit de l'Université de Jérusalem. Pourquoi pas Tel Aviv ? Parce que c'était la seule université. Ça semble bizarre aujourd'hui, mais il n'y avait qu'une seule université en Israël, celle de Jérusalem. Exception faite de l'école polytechnique, le Technion à Haïfa, qui existait lui aussi. Mais pour des études de droit, il n'y avait que Jérusalem. L'université de Tel Aviv a été créée quelques années plus tard,
au milieu des années 60. Donc, encore quelque chose qui va vous surprendre, il y avait en tout et pour tout quelques 6000 étudiants. Alors qu'aujourd'hui, il y en a au moins 10 fois plus dans les diverses universités. C'était les balbutiements. C'était un petit pays de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est plus de 8 millions, et 2 millions d'habitants, avec une ville, Jérusalem, qui était divisée, et la frontière était partout. Notamment autour de l'Université de Jérusalem. Non, l'Université de Jérusalem... après, mais il y avait... Non, l'Université de Jérusalem, c'était dans le nouveau campus, Givatram, à côté de ce qui est aujourd'hui la Knesset et le musée. D'accord, je pensais que vous parliez du Mont Scopus. Non, on ne pouvait pas monter au Mont Scopus. Le Mont Scopus, c'était, d'après les accords d'armistice, Israël aurait eu le droit d'utiliser le Mont Scopus, mais les Jordaniens n'ont pas tenu parole, et de même qu'ils n'ont pas tenu parole pour l'accès au mur des Lamentations. Et tout ce qu'il y avait sur le Mont Scopus, c'était 50 policiers israéliens qui étaient en fait des soldats israéliens qui montaient la garde. C'est tout ce on pouvait pas y accéder. Donc on a créé un nouveau campus, et ce campus était merveilleux. Il est toujours merveilleux, avec des pelouses, avec des fleurs, avec la Bibliothèque nationale. En fait, tout cela existait déjà. Mais ce dont je ne me rendais pas compte, et c'est quelque chose que je peux dire, je crois, à l'égard de toute personne de cet âge, la vie, on a le sentiment que tout commence avec vous. Et on ne se rend pas compte que tout cela est récent. En 1961, cet État n'existait que depuis 14 ans. Même pas si on tient compte du fait qu'il y a eu une année de guerre, la guerre d'indépendance. Donc, c'était tout récent, c'était rien, une dizaine d'années après la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël, donc c'était vraiment, tout commençait. Mais quand on vient comme ça, on se dit, bah oui, c'est là, donc ça a toujours été là. Et c'est pour ça que nous n'étions pas particulièrement étonnés, on prenait les choses comme allant de soi, que partout à Jérusalem, vous aviez la plaque jaune avec écrit dessus en lettres noires, Zehirut Gvul Lefanecha, ce qui veut dire attention frontière. Attention frontière, j'ai habité pendant un certain temps à Abou Tor. Un quartier d'Abou Tor qui est à côté de Derer Hebron, juste exactement, derrière. Alors, dans une maison qui se trouvait à l'emplacement exact de l'actuel multiplex qui s'appelle Yes Planet. Il y a un multiplex qui a été créé relativement. Il y avait une maison là, et de ma fenêtre, je voyais en face de moi la position de l'armée jordanienne. Oh, bien sûr. On voyait les kéfillés des soldats jordaniens, damiers rouge et blanc, et de temps en temps, ils tiraient. De temps en temps, il y avait... Alors, c'était toujours ce qu'on appelait le syndrome du soldat fou. C'est-à-dire qu'on disait toujours que c'était un fou. Comme aujourd'hui, avec les terroristes, on dit que ce sont des psychopathes. Alors, il y avait des incidents. De temps en temps, certaines rues de Jérusalem étaient bloquées parce qu'il y avait un soldat jordanien qui avait tiré. Alors, la commission mixte d'armistice Israël-Jordanie, avec les observateurs de l'ONU, se réunissait. Et puis, on mettait les choses plus ou moins au point. Alors, la vie continuait comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette ville divisée, dans cette petite ville divisée, petite, parce que du côté arabe, il y avait en tout et pour tout 70 000 habitants. C'était une petite ville. C'était une petite ville, tout à fait. On aurait dit un village, même, on peut dire ça. Non, quand même pas, parce que du côté israélien, il y avait dans les 150 000 habitants. Un grand village. Oui, disons, c'était une ville relativement pauvre. Elle est peut-être encore plus aujourd'hui, avec une population composée essentiellement de fonctionnaires, puisque les ministères étaient là, de fonctionnaires, l'agence juive était là, donc des fonctionnaires de l'agence juive, et des étudiants. Donc c'était une ville... il y avait plus, bien sûr, le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim, mais Mea Shearim n'était pas aussi étendu qu'aujourd'hui. Pas autant d'ultra-orthodoxes qu'aujourd'hui. Et il y avait... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait une vie culturelle intense. À mon sens, plus intense qu'aujourd'hui. Il y avait une vie culturelle intense et d'ailleurs, la culture française était extrêmement présente. D'abord, il y avait un département de français à l'université qui était florissant. Beaucoup d'étudiants qui venaient de France, notamment des étudiants d'Afrique du Nord qui étaient montés en Israël dans un groupe qui s'appelait le groupe ODED, s'étaient inscrits au département de français pour se faciliter la tâche. Ils faisaient par exemple des études d'économie ou des études de sciences politiques et puis ils faisaient aussi le département de français. Donc il y avait un département français qui était important. Relativement important. Il y avait un centre culturel français.
Et c'était l'époque de la grande amitié entre la France et Israël. Tout à fait. C'était Et ça se ressentait aussi au niveau culturel, évidemment, dans les médias, dans les chansons qu'on entendait. Oui, il y avait 2 journaux quotidiens en français en Israël à l'époque. L'Information d'Israël et l'Écho d'Israël. Alors justement, Emmanuel Alpérine, comment on passe d'un diplôme en droit à devenir acteur de théâtre? Parce que vous avez été acteur de théâtre, vous avez aussi été acteur de télévision, vous avez été journaliste, oui, mais ça, c'est vous avez beaucoup fait plus plein tard. de choses. Non, journaliste, je ne l'ai pas été, je le suis. Vous l'êtes toujours. Once a journalist, always a journalist. Tout à fait. Mais comment on passe d'un monde à l'autre? Alors, justement, vous auriez pu être avocat, comme votre père. C'est très simple. Jérusalem, je disais justement qu'il y avait une grande vie culturelle intense, mais une vie culturelle qui n'était pas structurée. C'est-à-dire que les choses se faisaient un petit peu comme ça, au petit bonheur, la chance. Les gens se rencontraient. Tiens, si on faisait ceci, tiens, si on faisait cela. Il y avait on peut dire des cabarets, des boîtes de nuit, des caves, un peu comme à Saint-Germain-des-Prés, dont l'une s'appelait Bacchus, n'existe plus. Une autre s'appelait Soramello, du nom du propriétaire. Et dans ces petits théâtres, on montait des spectacles d'avant-garde. Alors, je ne sais plus vraiment comment, mais je me suis retrouvé dans un groupe comme ça de comédiens et amateurs, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et on a monté en hébreu, en anglais, figurez-vous. J'ai joué dans Ubu Roi en anglais. J'ai joué dans une pièce de Ionesco en anglais. J'ai joué dans plusieurs pièces de théâtre dans ce cadre-là. C'était passionnant. C'était des gens de Tel Aviv montés à Jérusalem pour nous voir parce qu'on faisait des choses d'avant-garde. Enfin, c'était considéré en tout cas à l'époque comme très nouveau par rapport au théâtre conventionnel qu'il y avait à Tel Aviv. Mais vous me demandez comment on devient journaliste. Eh bien, c'est très simple. On rencontre quelqu'un dans un café. Il y avait quelques cafés au centre-ville, rue Jaffa. Rue Jaffa n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un bazar. Un bazar et une ligne de tramway. À l'époque, la rue Jaffa était vraiment le centre... Yafo en hébreu, pour ceux qui... était vraiment le centre de gravité de la Jérusalem ouest, enfin la Jérusalem juive. Et il y avait plusieurs cafés sympathiques, avec des nouveautés. Par exemple, le milkshake est arrivé un jour. Le milkshake, c'était tout à fait nouveau, on ne connaissait pas. Et j'étais un jour dans un de ces cafés et je rencontre un monsieur, déjà plus âgé que moi, qui s'avère travailler à Col Israël en français. Alors on bavarde un petit peu, puis quelques jours plus tard, je le rencontre dans la rue. Et il me dit, ça te dirait de venir travailler à la radio? Je dis, ben oui. Écoute, on manque de personnel, est-ce que tu peux venir ce soir? Oui. Je dis, ben oui. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. C'est-à-dire que les choses se faisaient comme ça. Il n'y avait pas de recrutement, on n'allait pas dans des écoles de journalisme, ça n'existait pas. On venait, si on était bon, c'est-à-dire si on faisait l'affaire, on restait, si on ne faisait pas l'affaire, on ne restait pas. Et puis je suis resté parce que j'ai trouvé ça passionnant tout de suite, au service français. Et puis ensuite, je suis passé à l'hébreu et j'ai été correspondant ici, correspondant là, pas raconter ma vie, mais enfin c'est ce que je suis en train de faire. Pas raconter tous les détails, mais c'est devenu la chose la plus intéressante pour moi. C'est beaucoup plus intéressant que le droit. Vous savez, vous connaissez la formule. Le droit mène à tout, à condition d'en sortir. Tout à fait. Alors j'en suis sorti. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous avez préféré faire dans tout ce que vous avez fait? Parce que vous avez fait plein de choses. Vous avez aimé quoi à cette époque dont vous parlez? Vous avez aimé le contexte politique? Vous avez aimé votre travail, la découverte, la jeunesse, le dynamisme de la société, le fait qu'il n'y ait pas grand-chose et que finalement on créait des choses? Non, je crois que je ne peux pas mettre l'accent sur un fait particulier, ce serait injuste à l'égard des autres, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que j'ai pu faire. Non, je crois que d'une manière générale, je peux dire que c'était une période, pour moi, pour un adolescent, pour un jeune homme, une période d'aventure. Vous n'étiez plus adolescent, 19 ans, ça y est. Bon, enfin, disons, sorti de l'adolescence, oui. Mais j'étais très enfant quand même encore. Et c'est de l'aventure. Et chaque jour apporte quelque chose d'inattendu. Ces premières années, jusqu'au service militaire, parce que je fait mon service militaire, mais après mes études. Donc, je suis rentré à l'armée à 23 ans. Et j'ai fait 3 ans de service militaire avec, au milieu, la guerre de 6 jours.
Et en fait, jusqu'à mon service militaire, c'était une découverte continuelle, une aventure continuelle avec énormément de surprises, de nouveautés. C'est une très belle, C'était une très belle période. Une très belle jeunesse, oui. Oui, maintenant j'y pense, je pense que enfin, on ne peut pas être objectif, mais très subjectivement, ça a été une très très belle période de ma vie. Et ensuite, il y a eu trois années de service militaire. Je ne vous cacherai pas que j'ai détesté chaque instant, parce que j'aime pas porter l'uniforme. Enfin, j'ai fait mon travail. Hein. J'étais officier de renseignement. Pas un service militaire très intéressant. Et ensuite, je suis retourné à la radio, puisque je travaillais déjà à la radio. Je suis retourné à la radio et très vite, je suis passé au service en hébreu, c'est-à-dire. Mais il y avait déjà, alors, vous comprenez, il y a quelque chose qu'on ne se rend pas compte. La radio, c'était la seule radio avec Galey Tzahal. Il n'y avait pas toutes comme la vôtre, il n'y avait pas ce genre de radio. Il y avait le service français était relativement important. Il y avait une émission d'une demi-heure à la mi-journée, entre 1h et 1h30. Il y avait une émission le matin, une émission le soir. Il y avait des émissions vers l'étranger sur 33 mètres 3 ondes courtes. Et il fallait faire tout cela, il fallait faire des émissions et c'était passionnant. Alors justement, l'actualité nous rattrape puisqu'il y a eu la fermeture de Kol Israël et la création, l'ouverture du Théâguide. Ça vous a fait quoi, à vous, qui était des... Ça m'a attristé parce que je suis allé l'autre jour à la radio, qui se trouve à 2 pas d'ici, vous savez, rue Eleni à Malka, une rue qui descend. La première radio d'Israël, Kol Israël. Oui, et ça m'a. Alors, je suis entré, on m'a laissé rentrer, il y avait un gardien qui m'a dit vous pouvez y aller. Et je suis rentré dans la cour et je me suis. C'est un endroit, il s'est passé des choses formidables dans cette cour. Il s'est passé tellement. Parce que cette radio, voyez-vous, ce qui était bien, c'est qu'il y avait tous les services réunis autour d'une cour, avec des studios et avec tous les services, la musique classique, les émissions pour enfants. Il y avait des pièces radiophoniques que l'on enregistrait. Enfin, il y avait tout. Et quand vous rencontrez des gens d'autres services, dans la cour, à la buvette. Ici, il y a une interaction entre tous ces gens qui sont des créateurs. Ce n'est pas de grands artistes, mais enfin des gens qui travaillent, qui font du journalisme, ce sont des gens qui créent, qui essayent en tout cas de créer. Il se passe des choses. C'est ainsi, par exemple, c'est beaucoup plus tard. J'ai proposé de faire une série d'émissions sur la chanson française. J'ai fait 52 émissions sur l'histoire de la chanson française. Ce sont des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compartimenté, c'est beaucoup plus structuré. Vous êtes journaliste, faites l'actualité, vous ferez l'actualité. Vous ne ferez pas autre chose. Et là, à l'époque, il y avait plus de possibilités. À l'époque, c'était... alors d'abord, il y avait un côté très... L'amateurisme au sens positif du mot, je dirais plutôt le dilettantisme au sens positif. Le mot dilettante signifiant celui qui aime faire quelque chose. C'est-à-dire, il y avait la possibilité, personne ne vous empêchait de le faire, d'agir, de créer dans divers domaines. Ça a été une période bénie de ce point de vue-là, pendant des années. Jusqu'à ce que je passe à la télévision. La télévision, c'est moins sympathique. Vous n'avez pas aimé travailler à la télévision ? J'ai fait des choses passionnantes. J'avais des émissions. Nous avons créé avec un ami un journal qui existe toujours le samedi soir, le journal international, le magazine international qui passe à l'heure du journal, le journal télévisé quotidien. Et puis ensuite, j'ai présenté le journal de la nuit. Enfin, non, on a fait des choses. On a fait beaucoup de choses. Et des reportages à l'étranger, ailleurs. C'était une fierté pour vous en tant que. Mais c'est plus. Non, mais je voulais terminer sur cette idée. Vous allez finir, mais bien sûr, allez-y. Après, je vous reposerai la question. Mais vous allez terminer après. Mais c'était une fierté pour vous d'être nouvel immigrant, d'avoir été de culture française et d'être au cœur, on va dire, d'un monde israélien et Non, je ne lui dirais pas fierté. Non, fierté, non, et pas de raison d'être fier d'être ce qu'on est. Mais non, je me souviens d'avoir rencontré un jour un psychanalyste juif français. Et au cours d'un débat, il a dit je suis un juif diasporique et j'en suis fier. Alors je dis, moi je suis un juif israélien et j'en suis pas fier. Je ne comprends pas pourquoi on devrait être fier d'être ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on a fait de particulier pour être un juif diasporique ? On est ce qu'on est, et puis c'est tout. Il n'y a pas de raison d'être fier d'être
dans telle ou telle Non, situation. mais disons que d'être israélien, il y a une fierté à être israélien vu le passé du peuple juif. Non, mais je vais voilà. répondre de manière plus précise. Je suis pas, donc le mot fierté ne convient pas. J'étais content. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, c'était une satisfaction quand même. Oui, certainement. Enfin, j'en tirais pas gloire, mais c'est quand même un cas un peu particulier. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de nouveaux immigrants qui soient arrivés à s'intégrer dans les services en hébreu et de présenter des émissions à la télévision en hébreu, alors que quand je suis venu, vraiment, je ne savais pas un mot de cette langue, pratiquement rien. Donc vous avez appris. J'ai appris, mais j'ai quand même un accent français. Je C'est n'ai pas pas grave. perdu mon accent. Il paraît que les Israéliens adorent. Oui, mais ça les fait rire un petit peu. C'est curieux parce que vous pouvez avoir l'accent russe ou l'accent Personne ne arabe ou rigole. l'accent polonais ou l'accent hongrois. Ça fait pas rire. Mais l'accent français, je ne sais pas pourquoi, ça fait rigoler. ils adorent. Oui, en même temps, oui, il y a des gens qui aiment ça, mais en même temps, il y a un côté, oui, c'est rigolo, c'est pas très sérieux avoir l'accent français, ça fait un peu. Enfin, oui, c'est curieux, c'est En bizarre. tout cas, c'est rentré dans les mœurs. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec tous les Français qui sont là, il y a plus quand même plus de 25 bien 000, sûr, ça a beaucoup changé. Mais à 25 000 l'époque, Français qui sont arrivés ces 3 il y avait dernières très peu années. de Français. Il y avait très peu. D'ailleurs, Albert Londres, dans son livre que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle Le Juif errant est arrivé, il fait un reportage en Palestine du mandat britannique en 1929, au moment des massacres de Hébron. Et il est absolument émerveillé par Tel Aviv, émerveillé par tout ce que font les Juifs. En même temps, il leur reproche un petit peu une certaine arrogance. Enfin, Il faut bien reprocher quelque chose. C'est un livre très intéressant. Mais à un moment, il dit, j'ai cherché partout, je me suis baladé partout, j'ai rencontré des Juifs anglais, des Juifs hollandais, des Juifs américains, des Juifs italiens, des Juifs... mais pas de Français. J'ai eu beau appeler, je n'ai rencontré aucun Juif français. Bon, c'était déjà plus le cas dans les années 60, puisqu'il y avait l'immigration d'Afrique du Nord, mais donc francophone. Mais jusqu'à la création de l'État d'Israël, il y a eu très peu de Juifs français qui sont venus. Alors, on le sait, pour ceux qui vous connaissent bien, qui vous suivent depuis longtemps, vous êtes en famille avec Menachem Begin, puisque c'était votre oncle. Ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs avec lui, j'imagine, à foison? Oui. Il vous a marqué? Vous avez... il y a des choses que vous ne pourrez pas oublier? Écoutez, mon oncle venait de temps en temps à Paris lorsque j'étais gosse. Je ne savais pas l'hébreu, il ne savait pas le français. Qu'est-ce qu'on faisait? Ah, c'est compliqué, ça. Oui, qu'est-ce qu'on faisait? On allait au cinéma. Il adorait le cinéma. C'était un cinéphile, peut-être pas averti, mais il adorait le cinéma. Et chaque semaine, il allait au cinéma le samedi soir. Alors, vous en Israël. Voyez des films en quelle langue? Alors, on voyait des films. Évidemment, des films américains sous-titrés. Alors, on a vu comme ça, je me souviens, on a vu le deuxième film en cinémascope qui s'appelait Les Chevaliers de la Table Ronde. Et on a vu le Guerre épée américain. On a vu African Queen, la reine africaine. On allait au cinéma. Ensuite, quand je suis venu en Israël, alors bien sûr, j'allais souvent déjeuner, je dînais chez eux, j'ai habité chez eux. C'était un peu spécial parce qu'ils avaient un appartement de 2 pièces cuisine en rez-de-chaussée, en location, à Tel Aviv, avec 3 enfants. Ça veut dire que c'était... recevoir quelqu'un dans ces conditions, c'était... je dormais assez souvent quand même là-bas. Et nous avons d'excellentes, vraiment de très très bonnes relations avec mon oncle, avec ma tante, avec mon cousin, mes cousines. Mais si vous voulez un souvenir particulier, c'est assez amusant. Lorsque Mitterrand est venu en Israël, c'était en 82, je crois, en mai 82. En 80 ou 82. Enfin, je me souviens plus très bien. Ça ne peut pas être en 81 puisqu'il a été élu en 81. Donc, c'était en 82, début 82. Mon oncle a insisté pour que je sois le traducteur. Donc, j'ai été... le traducteur de François Mitterrand. Le traducteur de Menachem Begin et de François Mitterrand. Et je crois que ça l'avait amusé, parce qu'il n'y a pas de raison de me demander à moi, puisque j'aurais pu demander à quelqu'un, les gens dont c'est le métier. Ça l'a amusé de présenter à Mitterrand son neveu qui parle français. Il trouvait ça chic. Il trouvait ça rigolo, simplement, quoi. Et alors, j'ai eu cet honneur. Enfin, c'était à la fois amusant et impressionnant de traduire les propos de 2 chefs d'État
pendant 2 heures. Vous imaginez la rencontre comme ça Je peux vous dire quand même quelque chose, ils n'ont rien dit d'intéressant. Ah, c'est ça. C'était la question suivante. Les gens s'imaginent que les chefs d'État, lorsqu'ils se rencontrent, ils se disent des choses très secrètes. Très essentielles. Mais ensuite, et puis j'ai préparé pour mon oncle un texte en français qu'il a appris par cœur et il a fait ce discours en français. Un discours très court de 3-4 minutes. Le soir, il y avait un dîner à la Knesset. Et il s'est préparé, il était capable d'apprendre en français un texte, il se débrouillait quand même en français, il arrivait à comprendre. Et au cours de ce dîner, Mitterrand, en 82, a dit à mon oncle, vous savez, j'ai un cancer. Incroyable. Et les Français l'ont appris 10 ans plus tard. Incroyable. Oui. C'est fou. Hein. Ah mais c'est la presse française. Je veux dire, il y a eu une omerta. Oui, bah bien sûr. Il y a eu oui, parce que les gens le savaient, mais pas le grand public. Oui, personne ne l'a divulgué. Ce qui aurait du mal à exister. C'est assez intéressant, parce que voilà, vous avez 2 personnes qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas, mais ils se font des confidences. Et on se demande pourquoi. Eh bien, ils se font des confidences parce qu'ils appartiennent, dans leur esprit, à la même classe sociale, au même monde. Ce sont des chefs d'État ou des chefs de gouvernement. Donc, ils peuvent te dire des choses personnelles. Mm-hmm. Et ça m'a frappé. Ça vous avait frappé. Ouais. Est-ce que vous pensez que votre oncle, Menachem Begin, aurait aimé Israël d'aujourd'hui ? Non, il aurait certainement eu beaucoup de choses à critiquer. Certainement. Je pense qu'il n'aurait pas été au Likoud. Ok. c'est déjà vous dire beaucoup. Oui. Je veux dire, il n'aurait pas été élu. Le Likoud d'aujourd'hui ne l'aurait pas élu. C'est très intéressant comme analyse. Oui, mais je suis pas le seul à le dire. Oui, non, mais vous pensez qu'il aurait fait quoi ? Peut-être que sa présence, son influence aurait modifié les choses. Mais nous parlons, c'est tout à fait hypothétique. Imaginons que mon oncle arrive aujourd'hui, commence une carrière politique, et je ne pense pas qu'il puisse... aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, avec les idées qui étaient les siennes, les opinions qui étaient les siennes, les valeurs qui étaient les siennes, être admis au sein de ce parti. Qu'est-ce qu'il aurait détesté aujourd'hui et qu'est-ce qu'il aurait aimé ? Non, je ne peux pas. Je pensais bien que je ne peux pas me mettre à sa place. Je vous dis simplement l'impression que j'ai, le fait que le gouvernement actuel adopte ou, promeut des projets de loi qui sont, dans une certaine mesure, contraires à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je prends l'exemple français, qui est un exemple universaliste. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas accepté. Vous parlez de quoi ? Par exemple, le projet de loi sur la définition de l'État d'Israël. Dans l'état actuel du projet, il n'est pas question, par exemple, de dire que l'État d'Israël garantit l'égalité des droits à tous ses citoyens. Cette phrase a été retirée du projet de loi. C'est quelque chose que, à mon sens, jamais le parti dont mon oncle était issu, le mouvement révisionniste, qui était un mouvement libéral, très à cheval sur les droits de l'homme, n'aurait jamais accepté. Il ne faut pas oublier que le Kherout, qui était le parti fondateur, à la base duquel... Oui, le Kherout est un parti qui, pendant les premières années de l'État d'Israël, s'opposait, c'était l'un des 2 seuls partis qui s'opposait à ce qu'on appelait à l'époque le gouvernement militaire, c'est-à-dire l'administration militaire des Arabes israéliens. Les Arabes israéliens, dans certaines régions du pays, étaient soumis à un régime d'administration militaire jusqu'en 1964, c'est vous dire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de toute liberté de mouvement, ils devaient demander des autorisations. Le Kherout s'opposait à cette attitude à l'égard de nos citoyens arabes. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui Menachem Begin aurait pu accepter ce genre de choses, ce genre de projet de loi. Mm-hmm. Alors revenons à vous plus personnellement. Vous avez des projets nouveaux, peut-être des choses sur lesquelles vous travaillez. Oui, je voudrais vivre jusque 120 ans. Bon, vous le souhaitez, en bonne santé. C'est un projet difficile à réaliser, mais je m'y emploie. Ouais. J'enseigne aujourd'hui à l'Université de Tel Aviv, un département de français qui
n'est plus ce qu'il était du point de vue du nombre d'enseignants et du nombre d'étudiants, mais qui continue quand même vaillamment. Et j'enseigne depuis une dizaine d'années littérature française, cinéma français, histoire du XXe siècle. Et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais c'est fou parce que justement, vous êtes extrêmement intégré. Ça, quelqu'un qui ne sait pas que vous êtes français, bon, à part votre accent, ok, je vous le concède, mais vous êtes vraiment un Israélien à 100% et vous avez gardé votre culture française aussi d'une façon parfaite, très développée. Vous continuez, il semble-t-il, encore à l'enrichir. Vous êtes toujours connecté avec ce qui se passe en France ? Oui, vous dites quelque chose de très très juste. C'est peut-être pas le cas de tous les immigrants. Il y en a un certain nombre, malheureusement d'ailleurs, je regrette, qui perdent assez rapidement la langue d'abord, le français, qui s'abattardit. Avant, c'était comme ça. Il fallait s'intégrer à tout prix pour bien maîtriser l'hébreu. Peut-être que c'était un tort, mais souvent c'était ça. Non, moi j'ai jamais renoncé parce que je veux dire, c'est dire les choses simplement. J'aime la France et le français. Et j'aime la littérature française. Ça m'a toujours passionné. C'est quelque chose qu'on m'a appris à aimer. Bien sûr, mais aussi... Mais remarquez, avec des réserves. Par exemple, je vous dis que mes parents étaient sionistes. Lorsqu'à l'école communale de la rue Saint-Ferdinand à Paris, j'habitais dans le quartier des Ternes, lorsqu'à l'école communale, on devait apprendre nos ancêtres, les Gaulois, vivaient de la chasse et de la pêche, ma mère m'avait obligé à dire en classe, et je l'ai fait, les ancêtres des Français, les Gaulois, vivaient de la chasse et de la pêche. Je l'ai fait parce que ma mère m'avait dit de le faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que M. Arnaud, mon instituteur, ne m'a pas réprimandé. Il a compris. Il a compris. Et c'est-à-dire que j'ai toujours... Vous avez vécu avec ces deux cultures et en étant... J'ai vécu uniquement avec la culture française. À vrai dire, j'ai adoré, j'ai baigné dans cet univers, dans le cinéma français, dans la littérature française. Il y avait une bibliothèque. Nous n'avions pas de bibliothèque à la maison. Mes parents étaient en fait des réfugiés à Paris et priaient très peu de livres. Mais donc vous alliez à la bibliothèque. À côté de l'école communale, il y avait une bibliothèque municipale. Et je passais mon temps, je prenais plein de bouquins, je passais mon temps à lire. J'allais au théâtre. Faut dire, j'avais la chance d'avoir des parents qui m'amenaient au théâtre. Qui vous ont ouvert l'esprit, en tout cas, ils vous ont préparé. Et puis surtout, cette chance d'avoir grandi à Paris dans les années 50. Alors on dit que très souvent que les années 50, c'est des années grises, mais les années 50, c'est d'abord vers la fin la nouvelle vague, cinéma. Des journaux comme l'Express et le Nouvel Observateur, qui n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, qui étaient vraiment des journaux passionnants, qui commençaient leur carrière. Il y avait le TNP de Jean Villard et Gérard Philippe, qui se trouvait à côté de mon lycée, donc c'était simple, on allait acheter des billets. Il y avait la Comédie Française, ma mère m'amenait à la Comédie Française. La première pièce que j'ai pu voir, j'avais 10 ans, c'était le Bourgeois gentilhomme. Ouais, c'est quelque chose qui est pour la vie. Et j'ai tenu à le conserver. Ok. Écoutez, Emmanuel Lépérine, c'est un plaisir de vous recevoir. On était ravis d'avoir un peu cet entretien avec On peut continuer si vous voulez, parce que vous m'avez incité à parler. Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais voilà, c'est fait. Non, mais je veux dire que, imaginez-vous des gens qui font leur alia aujourd'hui, qui sont très loin de tout ça, qui n'ont pas connu Israël dans les années 60, qui n'ont pas connu même pas la France dans les années 50, qui débarquent aujourd'hui avec d'autres priorités, d'autres prérogatives, et qui se disent peut-être qu'ils ont aussi envie de devenir journalistes, se dire que c'est possible, que si on travaille, on cravache. Aujourd'hui, c'est certainement plus facile parce qu'il y a énormément plusieurs moyens, plusieurs médias francophones, c'est sûr, mais moi je parle c'est sûr que c'est extrêmement développé aujourd'hui, mais le côté journaliste israélien, c'est ce qui est tout à fait méritant et que j'ai plaisir à saluer. Franchement, je vous remercie pour la décoration que vous. Mais non, mais je veux dire, c'est difficile, quoi. C'est le hasard. En grande partie, c'est le hasard.
C'est un peu la nécessité aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de hasard, et puis aussi la nécessité de trouver un travail. Non, mais c'est vrai, mais lorsqu'on entend Emmanuel Halpérine aujourd'hui, les Olim Hadashim qui se disent ouais, mais l'hébreu, je peux pas travailler en hébreu. On n'a pas dit journaliste, on a dit ne serait-ce que travailler en hébreu. C'est déjà on sent que c'est déjà difficile. Donc journaliste, écrire, c'est carrément, ça semble pour certains carrément impossible. Je ne suis quand même pas le seul. Il y a des journalistes, non, c'est sûr, mais... d'autres venus d'autres horizons, des Anglais, des Américains, des. Mais c'est un joli visage, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est pas facile. Et je veux dire, ça ne dépend pas tellement du talent de tel ou tel, c'est vraiment un concours de circonstances. On parle toujours des États-Unis comme la terre du possible. Dans une grande mesure, Israël est un peu un petit États-Unis, c'est-à-dire de ce point de vue-là, beaucoup de choses sont... encore possible, c'est ouvert. Ça n'a pas changé sur ce point. De ce point de vue-là, non, c'est une société ouverte. Le hasard peut vous amener à beaucoup de surprises. Et des rencontres formidables. Sympathiques, oui. Je suis d'accord, voilà la preuve. Merci beaucoup Emmanuel Halpérine, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.